Bonjour à toutes et tous, je suis Marjorie Bottella et je suis ravie de vous retrouver dans ce programme des éditions Apiculture, une capsule audio dédiée au cheminement et aux rencontres, mais aussi au partage avec des personnalités inspirantes qui portent une voix d'éveil et que j'aurai plaisir à inviter pour apprendre, découvrir et faire bouger les consciences dans la joie et la curiosité. Je vous souhaite une belle écoute. Elle est vieille de plus d'un demi-siècle. Elle est très utilisée notamment dans la thérapie et l'accompagnement dans le cadre de la relation d'aide. Il s'agit de l'hypnose. Cette pratique qui consiste à accompagner une personne en état de conscience modifiée est de plus en plus répandue pour soulager des traumatismes passés, des peurs ou des addictions. C'est très régulièrement que les résultats étonnants de cette discipline amènent beaucoup de personnes à l'attester pour progresser plus rapidement dans leur vie, pour les soulager et ou les aider à atteindre leurs objectifs. En même temps, l'hypnose fait encore peur aujourd'hui. Dans l'inconscient collectif se mêlent scepticisme, hypnose de foire, manipulation, danger, charlatanisme ou tout simplement méconnaissance de la pratique. C'est donc pour y voir plus clair qu'aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir mon invité qui est canadien, qui n'est autre que Bernard Miolan, qui est venu nous partager son expérience et son expertise dans ce domaine, puisqu'il pratique et enseigne depuis plus de 20 ans, expatrié pendant de nombreuses années en Nouvelle-Calédonie. Il oscille aujourd'hui entre la France, le Pacifique, la Calédonie et la Polynésie. Il est aujourd'hui avec moi à Nouméa. Bonjour Bernard. Bonjour Marjorie, merci de m'accueillir comme ça pour cette interview. Et je suis très heureux de faire cette interview avec toi et de pouvoir partager une de mes passions, parce que ça fait longtemps, plus de 20 ans maintenant, que l'hypnose et la PNL et puis toutes ces formations-là sont devenues une de mes passions. Je suis ravie aussi, on va pouvoir s'éclairer grâce à tes lumières pendant cette interview. Alors, j'avais envie de commencer par une première question plus personnelle sur ton histoire. Comment, de fil en aiguille, tu t'es intéressé à la pratique de Milton Erickson, à savoir la PNL, la programmation neurolinguistique, et l'hypnose ericksonienne? Alors, à l'origine, je suis ingénieur, donc j'ai une formation très rationnelle, très cartésienne. Mais malgré cela, j'étais toujours intéressé par le fonctionnement de l'humain. Et en fait, lorsque j'étais plus jeune, j'étais quand même pas mal timide, avec quelques soucis de communication. Et j'ai toujours cherché à savoir comment mieux communiquer, comment mieux entrer en relation avec mes semblables. Et il se trouve que j'étais au Canada. Et au Canada, c'est vraiment le pays rêvé pour ça, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est communication, tout ce qui est approche alternative. Et je trouve que j'ai été en contact à un moment donné avec la PNL et que j'ai commencé à suivre des formations de PNL. D'abord l'introduction, puis ensuite le praticien, puis le maître praticien, etc. Et au tout début, lorsque j'ai commencé l'introduction, à cette époque-là, l'introduction à Montréal à la PNL était de 6 jours. Il s'est passé un phénomène qui était très très intéressant pour moi. C'est que d'une part, les instructeurs, les formateurs de PNL étaient très très étonnés et me disaient que j'étais tombé dans la marmite quand j'étais petit. Et d'autre part, j'ai trouvé que c'était exactement ce qui me convenait à moi pour pouvoir évoluer. C'est-à-dire que c'était suffisamment mental, intellectuel pour satisfaire mon besoin de réflexion, mon besoin intellectuel. Et en même temps, il y avait énormément d'outils relationnels qui permettaient de comprendre comment fonctionne un être humain, comment un être humain entre en relation, comment est-ce qu'il communique. En fait, en Amérique du Nord, la PNL est souvent présentée comme The Brain User's Guide, c'est-à-dire le manuel d'utilisation du cerveau. Et je me suis aperçu au fil des ans que ce que la PNL proposait comme outil, comme regard sur le monde, eh bien depuis une vingtaine d'années, les recherches en neurosciences arrivaient à démontrer exactement ce que les fondateurs de la PNL avaient posé comme hypothèse au départ.
en particulier les postulats de la PNL, en particulier le regard. Toute notre vie dépend du regard que l'on porte sur les situations. Les situations en elles-mêmes n'ont pas forcément de signification. Ce qui va être important dans notre vie, c'est le sens que nous allons donner à une situation que nous vivons. C'est qu'est-ce que nous allons tirer de cette situation, comment nous allons la regarder, et c'est ça qui va un peu conditionner nos comportements, nos réactions face aux situations, et faire qu'une situation peut être difficile à vivre, au contraire, une situation peut être source d'apprentissage. À l'intérieur de la PNL, il se trouve qu'au Canada, en Amérique du Nord, il y a l'hypnose. Parce que la PNL, on y reviendra peut-être plus tard, dans sa construction, dans sa fondation, elle s'inspire de trois grandes figures de la communication, de la thérapie. Deux figures sont Fritz Perls et Virginia Satir, donc pour tout ce qui est outils relationnels. Et puis la troisième grande figure qui a inspiré la PNL, c'est Milton Erickson. Milton Erickson, qui est connu maintenant en France depuis quelques années, mais qui au Canada et aux États-Unis était connu depuis très très longtemps, que je considère comme l'un des plus grands thérapeutes du XXe siècle. Milton Erickson a vraiment développé cette capacité, ou a vraiment démontré que l'être humain fonctionnait à la fois avec le conscient et l'inconscient. Et que, en particulier, ce que l'on pensait être le principal, c'est-à-dire le conscient, n'est en réalité qu'une toute petite partie, et que notre vie est vraiment gouvernée par cet inconscient que nous avons, dont nous ne sommes pas forcément conscients à chaque instant. Mais ça, on pourra peut-être y revenir un peu plus tard. Donc, dans la PNL, il y a, quelque part, l'introduction à l'hypnose ericksonienne, c'est-à-dire la pensée de Milton Erickson. Et au fur et à mesure où j'ai progressé en PNL, je me suis de plus en plus intéressé à cette pensée de Milton Erickson, et surtout, lorsque je suis devenu thérapeute, je me suis aperçu de l'efficacité remarquable de cette approche. Travailler avec l'inconscient plutôt qu'avec le conscient, travailler avec les ressources qui sont à l'intérieur de la personne plutôt que de travailler avec le mental et la réflexion pure et la rationalité pure, était largement beaucoup plus efficace quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vient pour soit résoudre un certain nombre de problèmes, soit améliorer une situation, soit atteindre des objectifs, que finalement je me suis de plus en plus spécialisé dans l'hypnose. Au départ, l'hypnose ericksonienne, et puis après d'autres types d'hypnose dont on pourra reparler peut-être un peu plus tard aussi. Donc la genèse, entre guillemets, l'origine, c'est un peu ça. J'ai commencé par la PNL et je suis devenu formateur international en PNL, et ensuite je me suis véritablement orienté vers l'hypnose, au-delà de l'hypnose ericksonienne, et donc je suis devenu aussi Hypnosis Master Trainer. C'est noté. Du coup, pourquoi apprendre, pourquoi pratiquer en tant que thérapeute, et surtout, pourquoi tu as voulu enseigner? Alors c'est une très bonne question. C'est une excellente question parce que alors j'ai toujours aimé enseigner. Hein. J'ai déjà fait des formations avant qui n'étaient pas de la PNL ou de l'hypnose. Mais il se trouve qu'en 98, lorsque j'ai fait mon maître praticien en PNL, en particulier dans le maître praticien PNL, on a un outil qui s'appelle les nivologies de Robert Dills. Et en parcourant ces nivologies, on découvre un petit peu plus qui on est. Ces niveaux logiques, très rapidement, il y a le niveau contexte et environnement, le niveau comportement, ce que l'on fait, le niveau capacité, ressources, c'est-à-dire comment on le fait, le niveau croyance, valeur, pourquoi on fait les choses, le niveau identité, qui on est, et le dernier niveau, qui est un niveau que je présenterai comme un niveau plus systémique, plus spirituel, c'est pour qui d'autre que moi je fais ce que je fais. Et il se trouve qu'en faisant cet exercice-là, dans cette formation de maître praticien, j'ai eu comme une sorte de, si j'emploie un gros mot, je dirais révélation, mais comme une sorte d'insight, de flash qui est arrivé et qui me disait que à partir de maintenant, j'allais transmettre ce que je savais déjà, mes connaissances, mon expérience, etc., dans ce domaine-là, dans le domaine de la PNL. Alors à l'époque, je parlais pas encore d'hypnose, mais c'était surtout la PNL, et que j'allais donc poursuivre mon cursus
en transmettant, en formant les gens. Et c'est ce que j'ai commencé à faire, en particulier lorsque je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie, où de manière bizarre et étrange, à chaque fois que je voulais trouver une activité professionnelle, tout me redirigeait vers la formation. Et j'ai fini par lâcher prise et à me laisser aller et à fonder un centre de formation en PNL et en hypnose sur le territoire. Alors, ce qui était au début, une idée de dire ok, je vais transmettre mes connaissances, mon expérience, etc. Au fur et à mesure des groupes que je formais, des années qui passaient, il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui est arrivé, c'est cette sorte de gratification, cette sorte de satisfaction que vous pouvez avoir lorsque, à la fin d'une formation, vous voyez, vous lisez, vous entendez, vous ressentez les transformations qui ont pu se produire chez les gens que vous avez formés. En particulier, tous les formateurs vont vous dire la même chose. Hein. Les formations étaient assez longues, elles duraient sur à peu près 7-8 mois. Et les personnes que je prenais le premier week-end ou la première journée de formation, au bout des 7-8 mois, eh bien, je n'avais plus du tout les mêmes personnes en face de moi. Les personnes étaient transformées, les personnes avaient un regard sur la vie qui était plus positif, plus aidant, elles avaient des projets, elles avaient des objectifs. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de extrêmement satisfaisant et gratifiant. Et au fur et à mesure où j'ai avancé dans cette pratique-là, j'étais de plus en plus nourri par ces changements que je voyais opérer chez les autres. Attention, ça ne veut pas dire que je changeais les autres, parce qu'on ne change pas véritablement les autres, mais on leur permet de faire des prises de conscience, on leur permet de changer, on leur permet d'atteindre des objectifs, et on est juste qu'une sorte de catalyseur, de déclencheur, d'accompagnateur sur le changement qu'ils opèrent eux-mêmes. À aucun moment on a cette prétention de croire qu'on va changer les gens. Si vous avez cette prétention-là, vous êtes foutu, c'est fini, c'est pas la peine. Donc ça, c'était une des choses qui est arrivée. En plus, lorsque vous êtes formateur, chose par laquelle j'ai commencé, ça va être intéressant de pratiquer à côté pour aussi augmenter votre expérience dans la matière que vous enseignez. Et d'ailleurs, au fur et à mesure où j'enseignais et au fur et à mesure où je pratiquais de plus en plus. Et je voyais que j'avais des apports de mes cas, des gens que je rencontrais, que j'aidais, que j'accompagnais sur le chemin, qui nourrissaient complètement mes formations. J'avais toujours une anecdote à raconter, toujours un protocole à modifier, parce que la manière dont c'est écrit, qui est une manière standard et comme une sorte de modèle, en fait, peut-être des fois dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. Et dans la vraie vie, il faut être capable d'être flexible, de s'adapter. Et c'est véritablement à travers l'accompagnement que j'ai fait à partir de ce moment-là, que j'ai pu en même temps nourrir mes formations. Alors j'avais une espèce de cercle vertueux où mes formations nourrissaient mon accompagnement et mon accompagnement nourrissait mes formations. Et très rapidement, je me suis aperçu que lorsque j'utilisais les techniques ericksoniennes, le langage de Milton, lorsque je m'adressais directement à l'inconscient de la personne en face de moi, plutôt que de m'adresser au conscient, plutôt que la personne soit en état de veille, lorsque quelque part elle était en état modifié de conscience, les résultats étaient beaucoup plus extraordinaires, beaucoup plus efficaces que ce qu'ils avaient pu être en état de veille. Et c'est à partir de ce moment-là que, effectivement, j'ai orienté ma pratique thérapeutique plus vers l'hypnose. Alors bien sûr, il y a un petit peu, comme j'expliquerai par ailleurs peut-être, il y a toujours un petit bout de PNL, il y a toujours les premières discussions, les premiers échanges. Il y a des outils de PNL comme le recadrage, le changement de croyances, etc., la mise à jour des croyances, la mise à jour des valeurs. Mais très très rapidement, une fois qu'on s'est fait une idée de quel protocole ou de quelle induction thérapeutique pourrait être intéressante pour la personne qui est en face de vous, très rapidement on passe au langage ericksonien, au langage de Milton, et très rapidement on est en contact. La personne elle-même se connecte à son inconscient, se connecte profondément à l'intérieur d'elle-même, et c'est à ce moment-là que les changements arrivent, que les changements vont opérer, que le processus de changement va se mettre en route et va démarrer. En quoi cette expérience professionnelle t'a donné envie ou t'a peut-être apporté sur le plan personnel? Est-ce que toi, ça t'a développé justement?
Et si oui, ça serait sur quoi? Alors, effectivement, sur le plan personnel, j'ai parlé de la satisfaction, de la gratification qu'on avait quand on contribuait à initier un changement chez les gens qui sont en face de nous. Mais surtout, je me suis aperçu aussi que sur le plan thérapeutique, lorsque je voyais arriver des gens qui étaient vraiment très très down, on va dire, très très dépressifs ou mal dans leur peau, et qu'après une ou deux séances, ces gens-là sortaient de mon cabinet avec la banane jusqu'aux oreilles, avec un plaisir, avec un nouveau goût pour la vie. Je dois dire que c'est quelque chose qui est assez extraordinaire à vivre pour soi, de voir l'impact qu'on peut avoir chez les gens. Et finalement, cette idée d'aider les gens, non pas de leur dire quoi faire, mais de les aider eux-mêmes, qu'ils trouvent en eux-mêmes leurs propres ressources pour avancer, pour modifier le regard qu'ils ont sur la vie, pour changer leur vie. Je pense que ça, c'est une source de motivation extrêmement importante pour moi, faisant partie de mes valeurs sans doute, c'est-à-dire en quoi je puis être utile dans cette communauté, dans ce monde. Voilà, en fait, c'était vraiment vraiment très très motivant pour moi. En quoi ça a changé la tienne, du coup, de vie? En quoi ça a changé la mienne de vie? Eh bien, ça a changé mon regard déjà sur la vie. Au départ, je suis plutôt un être solitaire, plutôt réservé, plutôt timide, de par mon histoire que je ne vais pas raconter ici. Mais ça m'a permis d'ouvrir un regard, ça m'a permis de comprendre quelque chose qui n'était pas évident pour moi au départ, et que le plus important dans la vie, c'est la relation qu'on peut établir, c'est les connexions qu'on peut avoir avec les autres human beings, avec les autres personnes. Et ce qu'il y a d'important dans la vie, c'est quelle relation vous allez établir avec cette personne-là ou avec quelqu'un d'autre. Et donc ça a développé en moi toute cette envie de développer mon côté relationnel, chose qui n'était pas du tout gagnée au départ. Tu dirais que c'est là-dessus que tu as le plus progressé? C'est là-dessus que j'ai le plus progressé, oui. D'accord. Je me disais, Bernard, l'humain étant toujours en perpétuelle évolution, j'ai appris en préparant cette interview qu'il y avait plusieurs branches d'hypnose. Je me posais un petit peu la question, quelles sont les différences entre l'hypnose de spectacle, l'hypnose classique, l'hypnose spirituelle, humaniste et érectionnelle? Est-ce que tu pourrais nous éclairer un petit peu là-dessus? Alors, effectivement, on a souvent l'image de l'hypnose de spectacle où les gens montent sur le stage pour faire la poule, pour faire tout un tas de choses. Et en fait, les animateurs, ces hypnotiseurs-là, utilisent ce qu'on pourrait appeler l'hypnose classique, qui est une hypnose directive, une hypnose où les suggestions sont envoyées directement. Et il faut savoir qu'il y a environ 30 à 40% de la population des humains qui est extrêmement sensible à ces suggestions qui sont données directement. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, lorsque un hypnotiseur de spectacle fait son spectacle, il va toujours commencer à un moment donné par faire des tests aux gens pour savoir si effectivement ils accueillent les suggestions qu'il est en train de faire, et il ne va faire monter sur scène que les gens qui ont été impactés par les suggestions qu'il a fait. Toujours l'histoire, par exemple, un des exercices, c'est de coller ses doigts, et puis les suggestions de l'hypnotiseur, c'est de dire que vous pouvez pas décoller ses doigts. Or, il y a une grande pourcentage de personnes qui vont pouvoir arriver à décoller, et puis il y a un pourcentage de gens qui ne vont pas réussir à décoller leurs doigts, et donc ce sont ces gens-là qu'il va faire monter sur scène. Donc ça, c'est un premier truc. Ça, c'est l'hypnose classique, qui est une hypnose directive. Les suggestions sont envoyées sans aucune finesse, je dirais. C'est faites ceci parce que je le demande que vous fassiez cela, ou dormez, je le veux, par exemple, en caricaturant. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypnose, c'est entrer dans un état de transe, c'est entrer dans un état modifié de conscience. L'hypnose, qui peut un petit peu inquiéter quelquefois. Qui peut parfois inquiéter parce qu'on peut parfois avoir l'impression que c'est la personne qui est l'hypnothérapeute ou l'hypnotiseur qui va aller trifouiller dans mon cerveau, dans mon inconscient, et puis qui va aller se promener là-dedans et qui va faire des changements. En réalité, ce n'est pas du tout cela, la manière dont ça fonctionne. En réalité,
nous sommes tous capables de rentrer dans un état de transe. Et d'ailleurs, plusieurs fois par jour, nous sommes dans un état de transe. Vous venez de conduire pendant 400 km et puis vous arrivez à votre destination et là vous dites « Ah tiens, je suis déjà arrivé ». C'est parce que tout simplement, vous avez passé une partie de votre voyage en transe, c'est-à-dire c'est votre inconscient qui était aux commandes sur le volant. Tout simplement, ne prenez pas la panique tout de suite, c'est parfaitement classique et c'est quelque chose qui est tout à fait normal et naturel. L'état de transe est un état tout à fait normal et tout à fait naturel. On y est tout seul plusieurs fois par jour. Avant de s'endormir, en se réveillant le matin. Parfois, vous entendez un discours et puis vous êtes en train de rêver, vous êtes en train de regarder le paysage, alors qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui parle et vous lui dites oui, oui, tout ça, etc. Et là, vous êtes en état de transe. Donc, l'état modifié de conscience est un état qui est parfaitement naturel. L'hypnose en soi, elle-même, est une technique, un chemin pour entrer en transe, pour permettre à la personne d'entrer en transe. C'est un peu un outil qui est le chemin que l'on va parcourir entre l'état de veille et l'état modifié de conscience pour entrer en transe précisément. Donc, dans l'hypnose dite classique, les suggestions sont directes et puis il y a des gens qui vont accepter ces suggestions directes et qui vont rentrer en transe. Je disais tout à l'heure 30 à 40%. Il y a donc 70% de la population qui ne vont pas être sensibles à ces suggestions directes. Et du coup, dans l'hypnose ericksonienne. Et du coup, voilà, Milton Erickson, donc ce docteur psychiatre américain dont je parlais tout à l'heure, a trouvé au cours de ses expériences les moyens de permettre aux gens qui sont un peu plus résistants, on va dire, des gens qui sont plus rationnels, des gens qui sont plus réticents, des gens qui réfléchissent, des gens qui ont peut-être un peu peur, qu'on aille trifouiller dans leur cerveau, etc. Il a trouvé le moyen de permettre à ces gens-là de se connecter malgré tout à leur inconscient. Car il faut savoir qu'à aucun moment, quelqu'un ne pénètre votre inconscient, quelqu'un ne va trifouiller quelque chose dans votre cerveau, sauf si vous le lui autorisez. Mais à aucun moment, c'est pas comme ça que cela se passe. L'hypnose, c'est simplement permettre à la personne de se connecter quelque part à son inconscient. Sachant que son inconscient, c'est là où c'est le lieu de tous les apprentissages, c'est le lieu de toutes les mémoires. C'est un espace, un immense réservoir infini de ressources. Tous les apprentissages que nous avons faits, que nous avons transformés en ressources, c'est cet espace-là, l'inconscient de la personne. Et l'hypnose ericksonienne va permettre à une personne de se connecter à cet espace-là. Pour être plus concrète, finalement, pendant une séance d'hypnose ericksonienne, comment ça se passe? Je crois qu'il y a une partie justement liée à l'induction, une partie peut-être plus thérapeutique, il y a aussi tout un état de retour à la conscience ordinaire. Dis-moi comment ça se passe une séance? Ok. Donc, effectivement, comme dans toute, je dirais, consultation thérapeutique, il y a une première partie où on accueille la personne. On essaye d'établir le contact, on essaye d'établir le rapport, on essaye de se synchroniser au niveau de la communication et on discute. Qu'est-ce qui amène la personne, pour quelle raison elle est venue, c'est quoi son défi? Parce qu'on évite de parler de problème, on parle plus de défis ou d'enjeux. C'est quoi son objectif? Et là, on discute pendant quelques temps sur une séance d'hypnose qui peut durer environ 1h30. Pour ma part, je ne discuterai pas plus qu'une demi-heure en état de veille, en état conscient, sachant que par la suite, je ferai véritablement la séance d'hypnose comme telle. Donc, pendant cette première phase, on va dire, on accueille la personne, on apprend à la connaître. On apprend à connaître son mode de fonctionnement. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, ça c'est réservé aux formations, mais on apprend à connaître son mode de fonctionnement de manière à ce que on puisse être le plus flexible possible, de manière à s'adapter le plus possible au modèle du monde de la personne. Ça, c'est un jargon PNL, mais grosso modo, c'est la manière dont elle voit le monde. Et moi, thérapeute, c'est pas moi qui vais imposer mon modèle du monde, c'est moi qui vais m'adapter à la personne pour être dans ce modèle du monde. C'est un peu comme si il y avait un arrêt de bus quelque part et je me mettais au bout de la rue en attendant que le bus vienne me chercher au coin de la rue, alors qu'en fait non, je vais me rendre à l'arrêt de bus pour prendre le bus. Ben, c'est un peu ça. Pendant cette première partie, on essaie de comprendre comment la personne fonctionne de telle manière à rentrer à comprendre son modèle de communication et à pouvoir bien communiquer avec elle. Et là, on découvre ses objectifs, on découvre ses problématiques. Au départ, on ne sait pas du tout où ça va nous mener. Et puis, voilà, on peut démarrer, une fois qu'on a bien saisi ça, on peut démarrer la séance d'hypnose proprement dite.
Alors la séance d'hypnose proprement dite, elle va toujours démarrer par une induction pour permettre à la personne de rentrer dans cet état modifié de conscience, de rentrer dans cet état d'hypnose. En fait, ce sont les ondes cérébrales du cerveau qui sont en train de se modifier. Hein. La longueur d'onde des ondes cérébrales du cerveau est en train de se modifier et la personne va rentrer tranquillement dans un état modifié de conscience, dans un état de transe. Et on veut arriver juste avant la phase du sommeil. Donc ça, ce sont un petit peu des détails. Une fois qu'on a fait, et on peut utiliser différentes techniques pour permettre à la personne d'entrer dans cet état modifié de conscience. Oui, du coup, c'est avec ta voix, c'est ça, une guidance par la voix? Alors, c'est une guidance par le langage. Ouais. C'est une guidance par le langage. C'est une guidance par la voix. C'est une guidance par l'imagerie aussi, la visualisation. Selon les croyances, les valeurs de la personne, selon comment elle est, si elle est mentale, pas trop mentale, si elle est rationnelle, si elle est cartésienne. Il y a plein d'outils qu'on apprend en formation, justement. On peut la mettre en confusion, on peut la mettre en saturation, etc., de telle manière à ce qu'à un moment donné, le mental en lui-même lâche et qu'elle rentre et qu'elle se connecte avec sa partie, sa conscience inconsciente, avec son inconscient. Une fois que cela est fait, on peut démarrer ce qu'on pourrait appeler, à proprement parler, l'induction thérapeutique. Et là, the sky is the limit, c'est-à-dire qu'il y a énormément de possibilités, soit des protocoles très formalisés, beaucoup sont des protocoles PNL qui ont été transformés à la mode ericksonienne, à la mode hypnose, soit des métaphores, soit des histoires, soit encore une fois de la visualisation avec une histoire qui est derrière, de telle manière à permettre à la personne de se connecter à ces différentes parties inconscientes d'elle-même et à effectivement aller chercher à l'intérieur d'elle-même les ressources dont elle a besoin pour transformer ce qu'elle souhaite transformer. Donc là, il y a énormément de possibilités. Hein. C'est l'art du thérapeute en fait qui est là. Et puis suite à cela, il y a effectivement la sortie de transe qui en elle-même est aussi une induction de sortie de transe, où là on peut faire un certain nombre de suggestions post-hypnotiques, de suggestions où la personne elle revient en ayant contacté ses ressources et en ayant compris ce qu'elle a à comprendre d'une situation et en surtout insinuant le fait que dans les temps qui vont continuer, les heures, les secondes, les minutes, les jours, etc., qui vont continuer, le processus de changement qu'elle vient d'installer de manière inconsciente en elle-même va continuer à perdurer et à continuer. Et puis ensuite, c'est la fin de la séance. Si la personne a des questions, etc., on peut répondre. Elle peut être amenée à refaire une séance? Elle peut être amenée à refaire une séance. Cela va dépendre de son défi, de l'enjeu pour lequel elle est venue. Je dirais oui, elle peut être amenée à faire quelques séances. L'hypnose fait partie des thérapies brèves, donc on va pas faire une fois par semaine pendant 1 an, comme un certain nombre de pratiques se font, parce qu'on s'est rendu compte au fil du temps que ça ne servait absolument à rien. Non, on va faire quelques séances bien ciblées, on va voir l'évolution de la personne, on va faire peut-être 3, 4, 5 séances. En général, la moyenne va être de 3 séances et on voit comment la personne évolue entre 2 séances. On peut lui donner, à la fin d'une séance, on peut lui donner ce qu'on appellera des tâches paradoxales, c'est-à-dire en fonction de son enjeu, en fonction de son défi, lui donner des tâches paradoxales. Et l'objectif l'intention derrière les tâches paradoxales, c'est de lui montrer qu'elle est capable de maîtriser ses comportements, qu'elle est capable de maîtriser quelque part le fonctionnement de son cerveau. Mmh. Et donc de modifier les croyances limitantes qu'elle pourrait avoir par rapport à son fonctionnement qui peut dire moi je suis pas capable de faire ci, moi j'arriverai jamais à faire cela, etc. L'idée des tâches paradoxales, c'est d'aller, on va dire, bousculer un peu ces croyances limitantes de manière à les changer. Et la question qui suit là, c'était, pour reprendre ce qu'on avait dit un petit peu dans la question précédente, est-ce que du coup tu produis les mêmes types de séquences avec l'hypnose humaniste ou l'hypnose spirituelle? Dans la construction de la séance, ça se fait un peu sous le même format? La construction de la séance se fait normalement sous le même format. D'accord. C'est juste par la suite les outils qu'on va utiliser qui vont un peu différer. Tu as parlé d'hypnose humaniste, donc dans l'hypnose ericksonienne, on va permettre à la personne de rentrer en contact avec son inconscient, sa conscience inconsciente, sa partie inconsciente, de rentrer en contact avec ses ressources en elle-même. Dans l'hypnose humaniste, ça va
plutôt qu'un état modifié de conscience, on aime bien parler d'état augmenté de conscience, c'est-à-dire on va permettre à la personne de se connecter quelque part, donc d'avoir une expansion de conscience et de se connecter quelque part, je dirais entre guillemets, avec le reste de l'univers, avec les ressources inconscientes de l'univers et d'aller chercher des réponses un peu dans cet espace-là. Avec le champ des possibles. Avec le champ des possibles. Certains parlent de champ morphique, on peut parler, d'autres parlent de la source, etc. Je veux dire, toutes les appellations sont utiles et sont bonnes. Et encore une fois, il n'y a rien qui est mauvais ou pas. Cela dépend des croyances de la personne que vous avez en face de vous. Encore une fois, croyance, c'est-à-dire quelles sont ses convictions, quelle est sa manière de voir le monde. Et selon les croyances de la personne, on va s'adapter à ce qui va être le plus approprié pour elle. L'homme étant toujours créatif, donc il y a des branches aussi qui sont nées d'hypnose spirituelle ou d'hypnose dite quantique. Est-ce que tu peux aussi m'expliquer cette partie-là? Alors, encore une fois, c'est dû aussi, je pense, à l'évolution de conscience de l'humanité, où il y a de plus en plus de gens qui sont entre guillemets connectés, qui ont des croyances plus aidantes sur l'univers, sur la construction de l'univers, etc. Venus de tout un tas de pratiques qui sont là, qui ont été développées. Et donc, selon ces croyances-là, on va aussi parfois dire à la personne, proposer à la personne plutôt de voyager dans d'autres espaces, de voyager, de se mettre en connexion avec cette source universelle d'amour, de lumière, d'énergie, et d'aller puiser des ressources dans cette source-là et de les faire descendre tranquillement à l'intérieur d'elle-même. Donc ce sera plus de l'hypnose dite plus spirituelle, de faire intervenir des guides, de faire intervenir des êtres de lumière. Et encore une fois, cela va véritablement dépendre de la personne que vous avez en face de vous, de ses croyances, de ses valeurs, de ce qu'elle est prête à entendre et de ce qu'elle aimerait entendre aussi. On va aussi faire intervenir maintenant quelque chose qui est très très à la mode, c'est des inductions sur les chakras, au niveau de l'énergie, au niveau du corps éthérique, etc. Et tout ça, ça va effectivement s'apparenter à ce qu'on pourrait appeler l'hypnose spirituelle. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu pratiques? Que je pratique aussi, oui, bien sûr, selon et que j'enseigne et que je vais enseigner, peut-être pas dans les modules classiques, mais en modules complémentaires au cours de différentes formations. Sachant que une grande partie de nos défis, de nos problématiques que nous rencontrons, peu importe l'âge que nous avons, a sa source, sa construction lorsque nous étions enfants, en particulier dans l'espace entre 0 et 6 ans, où l'enfant entre 0 et 6 ans est en train d'apprendre tout ce qu'il est en train d'apprendre, est en train d'emmagasiner, est en train de construire ses croyances, ses valeurs, sa vision du monde, etc. Et sans qu'il y ait rien de malveillant, il y a des fois où il y a des expériences qui sont pas terribles pour les enfants, sans qu'il y ait eu une malveillance ou autre. Alors, rajouter de la malveillance, vous pourrez imaginer ce que cela peut graver à l'intérieur de l'inconscient d'une personne. Et puis, parfois, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, les personnes ont des comportements et se disent, je sais pas d'où ça vient, mais ce comportement, je l'ai et je veux le changer. Alors, c'est là où on fera ce qu'on appellera de l'hypnose régressive. C'est-à-dire qu'on va permettre à la personne de se promener sur ce qu'on appellera une ligne de temps, d'aller dans le passé et de laisser remonter à la surface, à la conscience, toujours en étant dans la conscience inconsciente, mais de laisser remonter des souvenirs. Et on va aller le plus possible, la recommandation est d'aller avant 6 ans, parfois même dans le ventre de la mère, parfois même selon les croyances de la personne, soit dans la psychogénéalogie, dans la transgénéalogie, soit dans les vies antérieures. Encore une fois, cela dépend uniquement des croyances de la personne, et d'aller ainsi chercher parfois les causes des problématiques qui sont là aujourd'hui et qui empêchent à la personne de se développer et d'avancer comme elle le veut dans la vie. Et vous seriez surpris des résultats qu'on atteint très facilement avec l'hypnose régressive, l'hypnose où on remonte dans le temps. Parce que consciemment, vous pouvez poser des questions à la personne, et c'est là où on fait la différence entre le conscient et l'inconscient. Et puis le conscient va vous dire non, je sais pas, ou je me rappelle de rien, ou bien c'est ça ou ceci. Et quand vous allez véritablement faire une régression en âge avec la personne, vous allez voir les réponses vont être fulgurantes, physiques parfois, totalement différentes. Les pleurs vont arriver, des spasmes vont arriver, et vous allez voir que là, vous êtes au cœur du problème quand vous êtes au cœur de la cause du problème, et quand ces choses-là arrivent, c'est comme une bénédiction, parce que vous pouvez à ce moment-là, en utilisant différentes techniques, comme celle dont j'ai parlé tout à l'heure,
la source, les êtres de lumière, le guide, enfin peu importe, à les guérir et faire véritablement œuvre de guérison par rapport à la personne. J'imagine, merci Bernard pour toutes ces précisions. On comprend bien que on est vraiment dans une pratique vraiment de relation d'aide, ancrée, connectée à la personne. Du coup, j'avais envie de refaire préciser là, profiter de cette expérience audio, les grandes motivations, les grandes raisons, les causes en fait, qu'on voit régulièrement où les clients, les sujets justement viennent travailler. Ils viennent travailler pourquoi en séance? Ok. Alors il y a les grands classiques qui sont les addictions. Ça peut être addiction à la cigarette, addiction au cannabis, addiction à l'alcool. Ça peut être ces grands classiques. Il y a aussi Donc là, tu recommandes, hein. C'est vraiment des pratiques Ah oui, recommandées. oui, tout à fait, oui, qui sont des pratiques soft, douces, il n'y a aucun médicament et qui sont extrêmement efficaces en quelques séances. Oui. Il y a aussi tout ce qui est la gestion du poids, hein, bien évidemment. On sait que dans nos sociétés, c'est très important. Enfin, il y a aussi l'image de soi qu'on développe. Beaucoup de gens qui viennent pour cette raison-là, pour le poids. Pour gérer leur poids. Il y a aussi des gens... Parce que c'est des causes justement liées à l'inconscient. Alors, ce sont des causes qui sont complètement liées à l'inconscient. Ben, c'est facile, je vais prendre une image simple. Vous avez un défi, vous avez une problématique que vous souhaitez résoudre et vous avez probablement fait des tas de démarches pour la résoudre. Et j'ai envie de vous dire, c'est que si la solution se trouvait dans l'espace du conscient, vous auriez probablement résolu le problème, le défi auquel vous faites face. Ouais. Si vous n'y arrivez pas... Si vous êtes passé à l'acte, en fait, si vous êtes allé dans le faire... Si vous êtes dans le faire, si vous avez fait des démarches, si vous avez fait des tas de choses... Et que ça n'a pas fonctionné. Si ça n'a pas fonctionné ou moyennement fonctionné, c'est que probablement, et ça c'est un des premiers exercices que je fais lorsqu'on démarre à la formation d'hypnose, c'est que probablement une partie ou une grande partie ou la majorité de la solution se trouve dans l'espace inconscient. Vous avez, à un moment donné dans votre vie, construit ou développé ou pris une décision limitante, construit une croyance limitante dont vous n'êtes plus conscient maintenant parce que elle a été enfouie sous des couches et des couches d'expérience et que cette décision limitante, cette croyance limitante, elle a une racine et que cette racine, eh bien, on va aller la mettre en évidence dans la conscience inconsciente et on va aller guérir à la racine. Oui, c'est ça en fait l'objectif de l'hypnose. Guérir la racine limitante, c'est ça. Non identifiée consciemment. Exactement. Tu vas aller déraciner en fait, un jardinier. Alors on va la jardiner un peu. Alors plutôt que déraciner qui est un peu violent, je vais dire plutôt adoucir, passer un baume ou changer quelque chose, hein, si on veut utiliser les métaphores. Hein. Mais tu vas quand même retrouver la racine en tout cas déjà. C'est pas moi qui vais retrouver la racine, je vais conduire la personne et la personne va retrouver sa racine. En fait, ce qu'on appelle la cause racine ou l'émotion primaire significante. Mais des fois, c'est pas parce qu'on a trouvé l'origine que la personne va forcément être guérie. Exactement. Parfois, il faut revenir. Souvent, j'entends en séance des gens qui me disent « Mais je comprends pas, j'ai déjà travaillé là-dessus des dizaines de fois. » Et puis c'est encore là. Oui, c'est encore là parce que lorsque vous avez gravé cette suite à une expérience difficile, lorsque vous avez gravé cette émotion limitante, cette décision, vous avez pris telle décision. La décision, c'est simplement le comportement de compensation, parce que faut pas oublier une chose, c'est que nous, êtres humains, notre première intention, c'est la survie. Nous sommes des animaux et nous voulons survivre d'abord. Et lorsque nous sommes dans des situations difficiles, en particulier lorsqu'on est enfant, eh bien, on va prendre des décisions, on va imaginer des choses parce qu'on veut continuer simplement à vivre, simplement à survivre. Il n'y a aucune connotation ou interprétation autre que la survie. Et pour ça, on va se dire, plus jamais je ne ferai ceci, plus jamais je ne serai cela, parce que je veux être aimé, parce que je veux être accepté, parce que je veux être apprécié, parce que je veux survivre. La problématique, c'est que, ok, on a adopté tel type de comportement, on l'a fait, on a survécu, tout va bien, mais 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, on a toujours ce même type de comportement qui aujourd'hui peut nous bugger,
mais on a évidemment oublié la raison pour laquelle on avait pris ça. Et l'inconscient, c'est une machine automatique. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'éthique dans l'inconscient. L'inconscient, c'est des réseaux neuronaux qui sont mis en place à un moment donné pour vous permettre de continuer à survivre. Donc lui, il n'a pas de morale, et en plus, il est feignant. Donc il a pris une habitude, et puis cette habitude, il va continuer à la perdurer tant et aussi longtemps que vous n'allez pas la changer. Ouais. On comprend bien que cette pratique a quand même beaucoup de techniques, demande beaucoup de techniques, et elle est quelque part assez fascinante. On comprend aussi pourquoi elle est tant enseignée, on comprend aussi pourquoi elle est tant développée et pourquoi on voit venir différentes branches sur le territoire. Je sais que tu as pas initié et formé en Nouvelle-Calédonie depuis déjà quelques années, et je sais que tu comptes revenir l'année prochaine. Moi, j'avais envie que tu m'expliques en fait à qui s'adressent les formations d'hypnothérapeute. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que c'est ouvert, est-ce que c'est accessible à tous, comment ça fonctionne, ça prend combien de temps si on a envie de découvrir la pratique, je sais pas si on appelle ça devenir praticien. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les modules de formation pour être amené à comprendre justement comment fonctionne cet état de conscience modifié, comment apprendre à faire des inductions, comment devenir à devenir hypnothérapeute. Alors, au niveau du public, je dirais que ça s'adresse un peu à tout le monde, enfin, aux gens qui sont intéressés au développement personnel, d'une part, parce que ce qu'il y a d'intéressant dans l'hypnose, c'est d'apprendre à comprendre, commencer à comprendre comment, en tant qu'être humain, on fonctionne. Comment, en tant qu'être humain, on se connecte à ses ressources, comment, en tant qu'être humain, on communique, etc. Et dans les formations que je dispense, il y a une grosse partie, vous l'aurez compris, de communication humaine, de communication relationnelle, comment le cerveau humain fonctionne, comment moi j'entre en relation avec d'autres êtres humains. Donc déjà, ça pourrait s'adresser je dirais, à toutes les personnes qui veulent quelque part mieux comprendre comment ils fonctionnent. Améliorer leur comportement, changer les comportements, changer les croyances, acquérir de nouvelles ressources, de nouvelles compétences. Donc ça peut s'adresser déjà à un grand nombre de personnes. Ensuite, de manière plus précise, il y a toutes les personnes qui sont en relation d'aide déjà, qui sont déjà thérapeutes, psychologues, accompagnants dans la relation d'aide, enfin peu importe. Et ça va leur donner des outils supplémentaires pour accompagner les gens, des outils extrêmement efficaces pour accompagner les gens véritablement de manière probante et permettre aux gens de fonctionner. Il y a toutes les personnes qui veulent se destiner à ce nouveau métier, entre guillemets, de relation d'aide, donc à être... il y a des gens qui sont coachs, il y a des gens qui sont hypnothérapeutes, il y a des gens qui sont des accompagnateurs, et donc... Même chose, ça va leur donner beaucoup d'outils, beaucoup de possibilités, d'opportunités nouvelles d'accompagner les gens, parce que il y a un principe de base, c'est que chaque être humain est unique et chaque être humain peut être accompagné de manière unique et différente, tout en étant dans cette bienveillance, dans cette acceptation du modèle du monde de l'autre. Toute relation bien sûr liée au médical, donc ou liée aux professions sociales, donc les assistantes sociales, les éducateurs spécialisés, les infirmières, les médecins bien sûr, psychiatres, psychologues, psychothérapeutes, enfin toutes les personnes que je citais tout à l'heure, qui vont véritablement acquérir des outils nouveaux et enrichir leur pratique. Éventuellement à des gens qui sont en contact avec des groupes de personnes, je pense aux enseignants, je pense aux formateurs. Alors, sans utiliser l'hypnose de manière formelle comme telle, mais apprendre certains outils du langage, parce que, vous l'aurez compris, dans l'hypnose, on va utiliser beaucoup le langage, beaucoup les différences de modèles de langage, et donc ça pourrait être bénéfique aussi à ces personnes-là. Ça peut être bénéfique aussi, alors... Dans la formation que je donne, il y a énormément d'outils PNL et ces outils PNL, eux, peuvent être totalement bénéfiques à tous les managers, tous les gens qui doivent diriger des équipes, qui doivent organiser des choses, travailler en groupe, animer des groupes. Donc tous ces gens-là vont tirer énormément de bénéfices de ces formations. Alors, les formations que je vais donner à partir d'octobre prochain,
puisque auparavant je serais ailleurs. C'est des nouvelles formations dans le sens où j'ai construit des modules différents, c'est-à-dire que je me suis aperçu au cours des années, puisque j'ai eu longtemps un centre de formation en hypnose et en PNL sur le territoire, et je me suis aperçu que il manquait dans les formations d'hypnose des fondamentaux, ce que j'appelle les fondamentaux. Et donc dans mes formations maintenant, à partir de maintenant, je vais donner des fondamentaux, de telle manière à asseoir tous les outils d'hypnose, tous les outils d'induction sur des fondations de communication, d'outils de communication qui soient extrêmement solides. Oui, donc, ça va tu me disais un petit peu en aparté tout à l'heure, c'était cette idée de, on donne un socle commun de base à tout le monde, de développement aussi, de connaissance de soi-même, de perception, de communication pour partir sur des bases communes avant de rentrer sur la partie plus technique de l'hypnose, de la thérapie. C'est exactement ça. Donc il y a des bases de communication, des fondations de communication relationnelle qui vont être effectivement communes à toute formation de communication, de PNL et on va dire d'hypnose. Hein, c'est le fonctionnement de l'être humain, le fonctionnement du cerveau humain. Et une fois que ça c'est fait, on va aussi avoir quelques outils sur la posture de l'hypnothérapeute, la posture de l'accompagnateur en relation d'aide, qui est une posture qu'on appelle posture basse, qui est complètement opposée à toutes les autres postures qui peuvent être, quand vous allez voir un médecin ou un psychiatre, la personne qui connaît, la personne le sachant, c'est le psychiatre ou c'est le médecin. Quand vous allez voir un hypnothérapeute digne de ce nom, la personne qui connaît, c'est vous. Le sachant, c'est vous. Et en face de vous, l'accompagnateur, le coach ou même l'hypnothérapeute va vous accompagner à travers d'outils et de techniques à ce que vous développiez vous-même votre propre solution. Donc il y a cette notion de posture aussi qui est enseignée. Et puis ensuite, une fois que les fondations sont là, eh bien on rentre plus précisément. Lorsque l'on fait de l'hypnose, on va rentrer dans les techniques d'induction et là on va voir différentes techniques d'induction. Aujourd'hui, je vais bien au-delà de l'hypnose ericksonienne. Alors on commence par l'hypnose ericksonienne, mais aujourd'hui je vais bien au-delà de l'hypnose ericksonienne. Je donne d'autres techniques d'induction comme l'induction d'Hellman par exemple. Je vais aussi au-delà de l'hypnose ericksonienne qui est basée énormément sur les métaphores. Je vais donner des protocoles qu'on pourra utiliser, des protocoles de régression en âge, des protocoles de progression en âge, des protocoles de projection dans le futur. Oui. Tu diversifies un peu les pratiques. Diversifie complètement la pratique. Et puis faire aussi des outils vers la fin d'hypnose spirituelle. Et puis en module complémentaire d'aller dans ce qu'on appelle maintenant communément l'hypnose quantique, où là il y a beaucoup d'outils linguistiques qui permettent aux gens de porter à un instant donné un regard vraiment différent sur les situations qu'ils vivent. Donc la formation, elle est en 20 jours, divisée en 4 modules de 5 jours, où le premier module, c'est vraiment de la communication. Le deuxième module, on commence déjà à apprendre à faire des inductions, à rentrer une personne dans un état de transe, dans un état modifié de conscience. Et ensuite, eh bien, on approfondit la transe, et on a aussi, et ensuite on voit tous les protocoles de transformation, et on voit les métaphores, comment construire des histoires thérapeutiques, les métaphores thérapeutiques, etc. Ok. En sus du podcast et de cet audio, de toute façon, on donnera les dates et les précisions qu'on notifiera dessus. C'est vraiment gentil d'avoir partagé tout ça et de nous raconter un peu. Ça donne en tout cas envie d'apprendre et de comprendre un peu mieux tout ça. As-tu un dernier petit mot ou des petites recommandations pour les auditeurs ou les auditrices qui t'écouteraient aujourd'hui, si tu avais un petit mot à faire passer? En fait, au cours des formations que j'ai données et au cours de l'observation des découvertes que les gens faisaient sur leurs capacités intérieures, sur leur capacité de se connecter à leurs ressources, j'ai souvent entendu, mais ça devrait être enseigné à l'école, ça. Et effectivement, cette capacité que nous avons, cette capacité de se tourner vers l'intérieur de nous, de rentrer en contact avec nos ressources, de voir le monde sous un jour qui est complètement différent, de voir le monde sous un jour aidant. Je dis effectivement, cette formation, elle devrait être dispensée à tout le monde. Et ce serait bénéfique effectivement pour tout le monde. Juste déjà de changer le regard que l'on peut avoir sur soi. Parce qu'en réalité, on ne change pas les situations, on change le regard que l'on a sur soi, on change le regard que l'on a sur les autres,
et on change le regard que l'on a sur la vie. Et c'est ça qui est important. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci pour ce partage, pour ces précieux mots. Et puis, on te dit à très bientôt. Merci, plaisir partagé.